Nouveau numéro de Coup de pouce pour la planète. Bienvenue à toutes et à tous dans le magazine de TV5 Monde entièrement consacré au développement durable. Alors comme chaque semaine, nous allons donner la parole à ceux qui s'engagent pour la sauvegarde, l'avenir de la planète. On va vous donner l'eau à la bouche. Voici le sommaire de l'émission. Stéphane ne pédale pas dans la semoule, mais dans les airs. Force du vent, énergie solaire, tout est bon à ce pédaleur d'élite pour prendre le large. Le bio illégal aux États-Unis, au nom de la sécurité alimentaire, un projet de loi voudrait criminaliser ce mode de culture. Séquence éco-gestes, planter des arbres, c'est très bien, mais où exactement? Nouveau feuilleton, à la rencontre de Claude et Lydia Bourguignon, nous découvrirons comment ce couple français travaille au chevet de la Terre. Et comme chaque semaine, Coup de pouce pour la planète, c'est également un invité. Une invitée en l'occurrence. Bonjour Suzanne Georges. Bonjour. Alors vous êtes essayiste, vous avez écrit de nombreux best-sellers. Vous avez aussi un long parcours de militante, présidente de l'Observatoire de la mondialisation, membre du conseil d'administration de Greenpeace. Et vous avez aussi participé à la création d'Attac, une organisation dont vous êtes la présidente d'honneur depuis 2008. Alors d'un mot, pour ceux qui ne connaissent pas, Attac, qu'est-ce que c'est? Attac, c'est un mouvement d'éducation populaire tourné vers l'action et nous allons allier à la fois la démocratie, l'écologie, la société et la finance, très important. Mais on a commencé sur la finance, ce qui est évidemment très à la une aujourd'hui. Alors justement, votre actualité, c'est la sortie aujourd'hui de ce livre chez Albin Michel. Le titre, Leur crise, nos solutions. Un livre qui commence par une phrase qui nous raconte que nous sommes tous en prison sans le savoir. C'est assez étonnant comme constat. Vous parlez de plusieurs prisons qui d'ailleurs ne sont pas dans le bon ordre. Dites-moi plus. Nous sommes enveloppés dans une finance qui gouverne le monde aujourd'hui. C'est récent, mais ceux qui ont moins de 30 ans n'ont jamais connu autre chose. Ensuite, après la finance vient de très loin derrière l'économie réelle où les gens travaillent, où ils produisent de vraies choses et consomment de vraies choses. Enfin, la société avec l'État. Et moins important de toutes ces sphères, c'est l'écologie, c'est la planète. Et il s'agit de transformer tout cela pour que ce soit la planète et les contraintes de la planète qui nous gouvernent, qui dans ses limites, la société doit choisir sa façon d'être démocratiquement avec une économie au service de la planète et des habitants et la finance en servante et non pas en maître. Est-ce qu'on peut dire que ce livre, c'est un manifeste contre le libéralisme, contre la financiarisation de l'économie? C'est à la fois un manifeste, mais c'est aussi une explication parce que j'essaie d'être fidèle à cette idée d'attaque, éducation populaire tournée vers l'action. Je parle très simplement dans ce livre, mais je prends des concepts parfois un peu compliqués et je les mets en termes compréhensibles par tout le monde. Alors, dans Coup de pouce pour la planète, chaque semaine, on commente l'image de la semaine. Et je vous propose celle d'une marée noire. Alors, pas celle qui menace en ce moment le golfe du Mexique. Il s'agit d'une marée noire qui a eu lieu il y a plus de 20 ans. En 1989, souvenez-vous, le pétrolier Exxon Valdez s'échouait sur les côtes de l'Alaska. Il répandait 40 000 tonnes de pétrole brut. Aujourd'hui, 21 ans après, en apparence, la vie a repris son cours. En apparence seulement, car il suffit de creuser quelques mètres pour découvrir les traces de cette vieille pollution. Une image qui fait réfléchir quand on songe que chaque jour, aujourd'hui, dans le golfe du Mexique, eh bien, 800 000 litres de pétrole s'échappent de la plateforme qui s'est échouée. Quel regard est-ce que vous portez sur ces marées noires, Suzanne Georges? Je pense que c'est à la fois criminel, scandaleux, mais aussi parfaitement idiot. Parce que nous sommes dépendants des pays les plus fragiles du monde, les plus compliqués politiquement pour notre énergie, que nous permettons cette dépendance alors que l'on sait depuis 1973 que les prix vont augmenter, que ce sera instable, que ce sera virevoltant comme prix et que nous nous sommes laissés prendre aussi dans cette prison-là et que les énergies renouvelables sont évidemment
la solution à la fois à la dépendance, mais aussi à ces pollutions insupportables. Alors, on va parler énergie renouvelable dans un instant, mais ce que vous êtes en train de dire là, c'est que le tout pétrole, c'est fini. Je ne dis pas que ce soit fini, parce que malheureusement, il y a d'énormes intérêts qui veulent que ça continue comme avant. Et il faut remarquer aussi que Exxon, responsable de ces images que nous venons de voir, a lutté pied à pied et continue à lutter, et continue à financer des organismes qui nient le changement climatique, que Total a lutté pied à pied sur le procès contre l'Erika. Et que nous allons voir peut-être un autre comportement un peu plus anglais, un peu plus civil avec BP, mais ça va être la même chose. Ces gens-là veulent continuer à faire ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire nous faire marcher notre monde au pétrole et faire des profits absolument colossal. Exxon, c'est la société la plus profitable des États-Unis. Vous voyez, n'a pas nettoyé réellement les horreurs d'il y a déjà 20 ans. Valdez. Alors justement, on va parler un petit peu d'énergie renouvelable avec le coup de pouce de la semaine. Il est consacré à un doux rêveur. Stéphane se présente comme un pédaleur d'élite. C'est un Français. Il a fait le pari de créer des engins propulsés uniquement à la force de ses mollets. Emmanuel Jacquet du magazine suisse Nouveau l'a rencontré. Des mètres d'aluminium doré, des bouffées d'hélium, 130 mètres cubes, ce ballon d'un quart de siècle n'a pas pris une ride. Stéphane Rousson, lui, a 40 ans, célibataire sans enfant, mais une passion qui le transporte, le dirigeable à propulsion musculaire. Doucement, hein. Je suis obligée de lâcher, j'ai plus de pied. Là, on voit 2 hélices de 3 mètres de chaque côté. Et chaque hélice est montée sur un bras. Et on va, pour piloter, tout le pilotage, attention, se fait aux hélices. Pour monter, pour tourner, pour descendre. Et c'est la force des mollets qui déplace cette masse de 130 kg. Essaye de pédaler à peine plus vite, ça va bien, c'est toi qui décolle. Alors si ça va trop vite, tu ralentis le pédalage. Ce ballon, Stéphane Rousson l'achète en 2003. Pendant un an, il le rénove, puis il s'en inspire pour en concevoir un autre, plus grand, plus performant, avec en tête une idée fixe, traverser la Manche. Son rêve, il a bien failli le réaliser. On le retrouve juste avant sa tentative de traverser les 45 km qui séparent l'Angleterre de la France. C'est parti, et les 5 en main, et on y va. Attention, merde. Pas de chance Ah, je suis trop léger. ou mauvaise préparation, Retenez la corde. l'équipe finalement renonce, le vent s'est levé, l'aventure est trop dangereuse. 3 mois et demi plus tard, Stéphane Rousson remet ça. Because I want to feel the wind take me. Okay. Cette fois, la météo est clémente. Le Français peut s'élancer au-dessus de la mer. C'est dur, mais ça va. Je peux pas aller plus vite, sinon je vais me fatiguer. Ça fait déjà 4 heures, c'est pas à 5 heures que je pédale, j'en sais rien. Donc... Pas de veine, le vent se lève, le voyage s'achève aux 2/3 du trajet. Le rêve se dégonfle, mais pas Stéphane Rousson. Et là où moi j'étais très content, parce que tout le monde m'a dit mais comment ça se fait après 34 km, à 10 km de l'arrivée, t'es pas en larmes, je veux dire, t'as tout sourire. Bah, je suis constructeur de ma machine, tout ce qu'on avait mis en place a fonctionné. Malheureusement, c'est le vent qui a tourné. Aujourd'hui, séance de travail avec des étudiants de l'école d'ingénieurs de Lyon. Il leur apporte sa nacelle pour l'adapter à sa nouvelle idée folle, un ballon propulsé par l'énergie solaire. Le problème, c'est que tu vois, le moteur, ici, il vient se mettre comme ça. Hein. Ouais. Et donc, c'est un peu, tu vois, il y a un peu des tensions parce que ça tourne en fait avec le poids. Un défi pour la trentaine d'étudiants qui planchent sur ce prototype. Il y a 3 pôles en fait sur ce dirigeable. C'est le fait de construire l'enveloppe. Donc ça, c'est une technologie qui se faisait il y a 100 ans, mais du coup qui ne s'est pas fait depuis 100 ans. Donc on est obligé de refaire des trucs. Il y a le fait de brancher des panneaux solaires sur des batteries, etc. Ça, c'est un système électrique qui ne s'est jamais fait. Donc ça, pour le coup, c'est difficile. Et donc au milieu, on a la partie mécanique avec la nacelle qui doit se débrouiller pour relier un peu les deux. Le budget de cet engin solaire, moins de 100 000 francs, 1000 fois moins que celui de Bertrand Piccard et de son avion solaire.
Stéphane Rousson est gonflé à bloc. Il espère tenter son premier vol solaire cette année encore. Et à noter que Stéphane, le pédaleur d'élite, sera présent avec son engin au 2e salon de l'aviation verte. C'est à partir du 18 juin au Bourget, près de Paris. Suzanne Georges, vous appréciez ça comment? C'est un doux rêveur ou un vrai militant citoyen? C'est un précurseur surtout. D'abord, c'est beau. Ensuite, j'ai pensé aux frères Wright et à Blériot, parce que c'est à peu près le même stade pour ce type d'aéronefs qu'ils ont fait en 1903 et les toutes premières années de l'aviation. Et c'est visiblement quelque chose qui peut réussir. Et ça me fait penser surtout que l'économie verte, c'est le vivier d'emploi, c'est le vivier d'idées, c'est le vivier des PMI, PME, c'est le vivier de la recherche. Tous ces jeunes, ça fait plaisir de les voir bosser sur un problème comme ça. Et c'est l'avenir, c'est évident. C'est ce que vous défendez d'ailleurs dans votre livre, hein, c'est que bien l'économie verte doit reprendre le dessus sur l'économie juste financière. Absolument. Quand il y a eu la Grande Dépression des années 30, Franklin Roosevelt avait essayé de nous faire sortir de cela aux États-Unis. Mais il n'a pas réellement réussi. Et c'était la Deuxième Guerre mondiale qui a fait sortir les États-Unis réellement de la Grande Dépression. Mais maintenant, nous n'allons pas faire une guerre pour nous sortir de ce marasme de la crise. Alors, ce serait quoi l'équivalent de cette guerre? L'équivalent, c'est la conversion massive verte, c'est-à-dire un effort similaire à l'effort de faire l'économie de guerre, de gagner la guerre contre les nazis, mais dans le domaine de gagner la guerre contre le pétrole, contre l'énergie sale et contre le réchauffement climatique. Et c'est faisable, ce n'est pas une utopie, nous avons déjà toute la technologie et je souhaite absolument de traverser le Manche et bien d'autres choses encore à ce monsieur. Alors il est l'heure du coup de gueule de l'émission, un coup de gueule poussé par Frantz Vaillant. Notre confrère a du mal à croire à ce projet de loi américain, un projet de loi qui criminalise tout bonnement la nature. Résolution HR 875 S 425. Le nom d'un projet de loi ahurissant. Un projet qui voudrait rendre illégal le jardinage libre aux États-Unis. Il criminaliserait l'agriculture biologique sur tout le territoire. Ainsi, consommer ou offrir à ses voisins des légumes naturels serait passible de lourdes peines. Nous ne sommes pas chez les fous, mais dans la tête de cette femme, Rosa DeLauro, députée démocrate, une passionnée qui s'est mise en tête de réformer la sécurité alimentaire de son pays. Si le projet passait, les fermiers devraient utiliser des produits imposés par la loi. Et c'est bien là l'intérêt non avoué de cette dernière. En fouillant un peu, on découvre que le mari de Rosa DeLauro, Stanley Greenberg, est un puissant stratège autrefois au service de Monsanto. Monsanto, société américaine propriétaire des 3/4 des plantes génétiquement manipulées et récoltées dans le monde. Aujourd'hui, ce sont donc les jardins et les fermes indépendantes qui sont visés, au nom de la sécurité alimentaire. La nature produit ordinairement des fleurs, des légumes et des fruits. Eh bien, il s'agit d'une concurrence déloyale pour certains industriels. Pour le moment, le projet de loi HR 875 est en sommeil. Faisons en sorte qu'il ne se réveille pas. Suzanne Georges, vous êtes franco-américaine, ça s'entend à votre délicieux accent. J'ai honte de l'être quand je vois ça, vraiment. Vous avez honte d'être américaine? Américaine, oui, d'être née là-bas. Pourquoi? Qu'on soit capable de ça. Ce que je vois dans cette personne, qui est en plus démocrate, ce qui m'étonne tout de même, mais c'est que les fondamentalistes de cette nature qui veulent que tout soit donné aux entreprises transnationales et aux marchés financiers, ils commencent avec une demande maximaliste et puis négocient à partir du plus haut possible. Je pense que c'est ce qu'elle veut, mais puisque ce couple est visiblement au service de Monsanto, Monsanto ne manque pas d'air de dire c'est la concurrence déloyale, alors que Monsanto ne cherche pas autre chose que le monopole. C'est extrêmement dangereux de laisser son agriculture entre les mains de
1, 2 ou 3 compagnies. J'avais fait une toute petite étude il y a quelques années quand il y avait une centaine de produits autorisés, d'OGM, autorisés par le département de l'agriculture. Puis j'ai regardé dans les fusions, les acquisitions, tout ça, et j'ai découvert que déjà, il y a 10 ans, Monsanto possédait la moitié des brevets. Est-ce que vous voulez vraiment que votre pain quotidien et tout le reste vient d'une seule compagnie avec 3 ou 4 autres derrière et 4 qui contrôlent 95% du marché? Moi, non. Alors, dans votre livre, justement, vous parlez des solutions et pour contrer ces puissances de l'argent, les lobbies financiers, vous dites qu'il faut restaurer la démocratie. Pourquoi? Il y a un manque de démocratie aujourd'hui? On est dans un grand creux de démocratie, c'est-à-dire qu'elle s'arrête aux frontières nationales, alors que beaucoup de décisions sont prises au niveau européen où la démocratie est en déficit considérable. Je suis loin d'être la seule à le dire. Et au niveau international, n'en parlons pas. Nous ne contrôlons pas ces sociétés transnationales qui font ce qu'elles veulent, qui échappent aux impôts ici et qui vont là, qui mettent leurs profits dans des paradis fiscaux. Nous échappons complètement nous n'avons aucun contrôle sur les marchés financiers non plus, pas de démocratie au niveau international. Et c'est pour ça que le G20 est à un tel échec, à mon sens, parce que les citoyens n'ont vraiment rien à dire. Il faut toujours travailler à travers le national en espérant en avoir une influence ailleurs. Et voici la rubrique éco-gestes de l'émission. Paradoxe, justement, alors que nous venons de voir que les jardiniers amateurs pourraient devenir des criminels aux États-Unis, eh bien, nos confrères de Télé-Québec nous conseillent justement de planter des arbres. En plantant des arbres de façon judicieuse sur votre terrain, vous pourriez réduire de 15 à 20 votre facture de chauffage et de climatisation. Les arbres matures diminuent les variations thermiques ressenties dans la maison en bloquant les rayons solaires pendant l'été et en ralentissant les vents froids durant l'hiver. Pour profiter au maximum de leurs bienfaits tout au long de l'année, il est important de planter les bons arbres aux bons endroits. N'hésitez pas à demander conseil au personnel de votre centre de jardin. De façon générale, les conifères devraient être plantés au nord de votre maison pour briser le vent de façon efficace. Les feuillus seront idéalement plantés au sud et à l'ouest pour protéger votre bâtiment de la chaleur estivale, tout en laissant les rayons du soleil y pénétrer durant l'hiver. Une fois à maturité, ces arbres réduiront votre consommation d'énergie, en plus de vous faire économiser et d'embellir votre environnement. Alors, Suzanne Georges, je vois sans rappel un passage de votre livre où vous dites qu'on devrait payer les gens pour planter des arbres. Oui, c'est-à-dire qu'on a une grande possibilité, c'est d'annuler la dette du Sud qui traîne depuis de très longues années, qui ne sera jamais payée et qui draine ces pays pauvres. Pourquoi ne pas annuler complètement cette dette, mais en échange d'un certain nombre de gestes écologiques? Il n'y a pas mieux pour absorber le CO2 que les arbres. Et on devrait payer les gens là où ils sont pour planter les espèces qui sont les espèces de chacun son pays. C'est quoi vos éco-gestes à vous? Ah, mes éco-gestes à moi, je ne suis pas quelqu'un de très pur. Je trie comme tout le monde, je n'ai pas de voiture, je prends les transports publics, j'essaie d'être responsable, mais je crois que mes vrais éco-gestes, c'est dans ce que j'écris, parce que ce n'est pas la première fois que je parle de l'écologie. Mon premier article sur le changement climatique, c'était 1989. J'essaie de toucher le maximum de personnes avec des arguments qui ne sont pas seulement des arguments de sentiment, mais qui sont des arguments aussi de raison pourquoi c'est bon pour tout le monde, riche comme pauvre. Alors, vous avez peut-être vu, vous, Suzanne Georges, ou vous, devant votre écran, le dernier film de Colin Serrault, Solutions locales pour un désordre global. Nous recevions ici même la réalisatrice il y a quelques semaines. Je vous propose de voir un extrait du film, un extrait où l'on voit le travail d'un couple de chercheurs français, Claude et Lydia Bourguignon. Alors, le problème de la vie du sol, c'est qu'on ne la voit pas, à part les vers de terre, à part quelques gros animaux comme les taupes. La plupart des animaux sont très très petits tailles. Tous les produits chimiques qu'on met dans la terre, les insecticides, ça tue tout ça. Ça tue tout ça. Tout ça, c'est massacré par les produits chimiques qu'ils mettent dans les sols, quoi. Tout ça. Vous savez, pour tuer, pas besoin d'être très intelligent. Prenez un abruti qui n'a pas grand-chose sous le casque, vous lui donnez une grande mitraillette et il tue tout le monde dans l'amphi, là. Mais je dis, par contre, élever un enfant, le faire grandir, l'éduquer, etc. Ça, c'est compliqué. Je dis, faire vivre, c'est compliqué. Tuer, c'est à la portée de n'importe quel imbécile. Et puis c'est gratuit, ça.
La forêt, la nature, elle vit toute seule. Hein. Et ça, tu comprends qu'il n'y a pas d'argent à gagner. Nous, si tout le monde nous écoutait, je pense que tu as des multinationales qui auraient du mal. Hein. Donc on est pas mal combattus à cause de ça, parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Alors voilà pour cet extrait du dernier film de Colin Serrault. Eh bien, nous avons décidé de suivre pendant plusieurs jours ce couple hors du commun. Ils sont spécialistes d'une biodiversité invisible, celle des sols agricoles. C'est notre nouveau feuilleton, Les médecins de la terre. On va aller voir les vignes côté plein sud. Ah oui, il y avait un énorme château avant Ah oui, la colline. oh, dis donc, c'est beau. Oh là là. C'était le Regardez château des comme c'est ancêtres. beau. Ça. Oh là là. Quelle carte postale. Oh là là. Ça, c'est un des plaisirs de notre métier. Lydia et Claude Bourguignon, officiellement, ils sont ingénieurs agronomes. Mais eux préfèrent l'expression médecin de la terre. Un couple unique en France, au parcours étonnant. En 1989, ils claquent la porte de l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique. Direction, le département de la Côte d'Or. Ils créent le LAMS, leur propre laboratoire. Le LAMS, laboratoire d'analyse microbiologique des sols, une première. Alors la spécificité et l'originalité de ce laboratoire, c'est qu'on mesure et on identifie la faune, donc les petits insectes, la mésofaune, la toute petite faune qui est à l'intérieur soit de la terre d'un compost. Acariens, collemboles, vers de terre et bactéries, une faune riche et insoupçonnée à seulement 10 cm sous nos pieds. Le sol est vivant en fait. Et c'est toute cette faune qui aère la terre, qui met de l'oxygène dedans et qui permet donc aux racines de plonger. Parce que s'il n'y a pas d'oxygène, les racines ne peuvent pas descendre. Et si elles ne descendent pas, elles n'explorent pas bien. Et donc on est obligé de mettre des engrais, on est obligé d'artificialiser le milieu. La vie du sol, elle ne sert pas à faire de la quantité, elle sert à faire de la qualité. C'est toute la différence qu'il y a entre une agriculture intensive et polluante et une agriculture de qualité respectueuse de l'environnement. On parle beaucoup de la biodiversité en surface. Les gens disent qu'il y a moins d'oiseaux, il y a moins d'animaux. Mais dans le sol, on a perdu aussi beaucoup de cette biodiversité puisqu'on la tue. Nous, notre but, en finalité, c'est d'amener à ce que l'agriculteur n'utilise plus de produits de synthèse et fasse une agriculture biologique. Mais pour atteindre cet objectif, Lydia et Claude ont une démarche différente des autres laboratoires. On va analyser le sol et puis on va regarder un petit peu comment voir la qualité du terroir, etc. et aider l'agriculteur dans la gestion de ses sols. Aller sur le terrain et constater, c'est la première étape. Ah ouais, c'est sec. Oui, mais là, c'est l'endroit. C'est Ouais, mais quand même, hein. C'est sec, hein. Pour un mois d'avril. Hein. Pour un mois d'avril. Voilà, les médecins de la terre, un feuilleton signé Paul Albertini. La suite, bien sûr, la semaine prochaine. Suzanne Georges, une autre agriculture est possible, on le voit. Comme vous pensez d'ailleurs qu'une autre économie est possible. Apparemment, dans le développement durable, tout est lié. Tout est lié et tout dépend de la restauration de la complexité. Ces personnes admirables luttent contre l'ultra-simplification de l'agriculture alors qu'un sol, c'est très compliqué. Les vers de terre, on ne comprend pas tout cela parce que c'est trop compliqué pour les chercheurs actuels. Ils appliquent des produits de l'industrie, le tour est joué. On n'a pas besoin d'aller dans la complexité. Et tout dépend de cela. La biodiversité, c'est la complexité aussi de la nature. Plus on le détruit, plus on se détruit soi-même. Alors justement, à propos de destruction de la nature, image choc pour la séquence coup d'œil. Vous allez vous sentir coupable, en tout cas un tout petit peu, après ce spot, regardez. Suzanne Georges, quand vous voyez ce genre d'image, ça vous inspire quoi ?
Ça me rappelle ce médecin qui dit qu'il y a à peu près 100 000 produits chimiques dans l'atmosphère, dans le sol, dans nos légumes, dans tout. Et ça m'inspire simplement la même réflexion qu'avant, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'aller dans la vraie complexité, qui est la complexité de la nature, et non pas la réduction de tout aux produits chimiques qui gouvernent l'agriculture comme nos existences. Nous arrivons à la fin de l'émission, Suzanne Georges, et comme chaque semaine, un cadeau. Je vous donne 40 secondes pour nous expliquer votre coup de cœur, votre coup de pouce pour la planète. Attention, top chrono. Bon, c'est difficile parce qu'on a envie de 40 minutes, mais je crois que le plus important à faire maintenant, c'est d'utiliser la crise financière de manière à résoudre la crise écologique. J'entends par là de socialiser les banques. Toute banque qui a reçu quelque chose du public, c'est-à-dire notre argent, devrait être obligée de prêter aux PME, PMI verts, ou les particuliers avec un projet vert. On devrait utiliser l'argent qui servi à renflouer les banques pour aller vers une conversion verte de toute notre économie et de réduire notre dépendance. 40 secondes, c'est fini. Merci Suzanne Georges. Merci d'avoir été l'invitée de Coup de pouce pour la planète. Je rappelle le titre de votre livre, Leur crise, nos solutions. C'est aux éditions Albin Michel. Merci à vous de nous avoir suivis. Vos coups de gueule pour la planète, vos coups de cœur, vos éco-gestes nous intéressent. Alors vous pouvez vous exprimer sur notre site, l'adresse www.tv5monde.com/c2p. Et puis vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre communauté Facebook. À la semaine prochaine, nous recevrons Gad Veil, un metteur en scène floral. Excellente suite de programmes sur TV5 Monde, la chaîne francophone.